Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un comics. Il s'agit de X-Men les origines, si j'arrive à le prendre, voilà, merci beaucoup. X-Men les origines qui est paru en 2018, si je dis pas de bêtises. Exactement, il est paru en 2018. C'est une compilation en gros de toutes les origines story, enfin de certains personnages plutôt de l'univers de X-Men. Je vais vous justement les énumérer maintenant. Il a donc les origines story de Cyclope, Iceman, Colossus, Jean Grey, le Fauve, Wolverine, Diablo, Gambit, Emma Frost, Dents de Sabre et Deadpool. Donc c'est une compilation, donc forcément on peut pas aller très loin dans le détail, c'est vraiment plus en surface. D'ailleurs les origin story elles étaient créées à la base entre 2008 et 2010. Donc ça date un petit peu, mais voilà, c'est une compilation qui réunit donc toutes les histoires, enfin les histoires plutôt de ces personnages là. Je vais directement, donc comme d'hab, hein, on va partir sur deux parties, partie sans spoil et partie spoil. Avant j'aimerais juste expliquer mon attrait par rapport à X-Men, parce que à la base j'aimais pas du tout, il me semble que j'en avais déjà parlé dans ma critique sur Ultimate X-Men. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, bouton i en haut à droite. Comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Mais il me semble que j'en avais parlé dans cette critique-là. Mais globalement, voilà, j'ai jamais eu une grande affinité avec les personnages d'X-Men parce que, bah, simplement, il y en avait beaucoup. Donc j'étais un peu perdu. Le film, ou plutôt les films, c'était un petit point d'entrée sympa, c'était plutôt intéressant, mais je me suis rendu compte en fait que après la lecture, j'ai voulu lire, parce que je suis un gros fan de Spider-Man, c'est mon super-héros préféré. Et forcément j'ai lu les Ultimate Spider-Man, qui est vraiment le comics, le premier comics que j'ai lu, qui m'a vraiment donné, qui m'a fait tomber amoureux en fait des comics. Également, si vous l'avez pas vu, bouton oui en haut à droite, j'ai fait une critique également là-dessus. Et bah en fait, Ultimate c'est un univers, et donc il y avait les Ultimate X-Men aussi, et donc je me suis dit bah autant l'acheter et pourquoi pas découvrir les X-Men. Au pire, si j'aime pas, bah tant pis, ce sera le dernier truc que je lirai là-dessus. Au final, j'ai vraiment beaucoup aimé, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, parce que j'ai revu le film par après, pour me rafraîchir la mémoire, et je me suis dit qu'en fait le film, il était cool, hein, mais il est naze en fait, comparé au vrai, à l'essence même des X-Men dans les comics. Bon là c'est une version Ultimate, donc c'est peut-être pas la version officielle. Mais en tout cas voilà, il y avait beaucoup de choses que j'avais aimé dans ces comics là, dans les Ultimate X-Men. Et en fait, bah au final, j'aime bien X-Men. J'aime vraiment bien X-Men, même s'il y a beaucoup de personnages, ils ont eu justement, bon après il y a eu je pense une cinquantaine de tomes, ils ont pu vraiment développer pas mal de personnages, et du coup t'as le temps de t'attacher à chacun d'eux, et franchement je les kiffe. Par exemple Iceman, donc Bobby. Bobby pour le coup, moi je le connaissais pas, il me semble qu'on le voyait pas dans la trilogie des X-Men, le film. Enfin en tout cas dans le premier on le voyait pas, le deuxième non plus il me semble, ou vite fait, enfin il n'avait pas un rôle très important. Et bah pourtant avec les Ultimate X-Men il a un rôle quand même assez crucial, parce qu'il fait partie de la team A. Et il est ultra touchant en fait. Donc ça explore pas trop les personnages. Bon après voilà, ils sont obligés de le charcuter dans le film, c'est normal. Mais dans les comics, dans le Ultimate X-Men, c'était absolument incroyable. Et c'est pour ça en fait que j'ai vraiment aimé bah, au final les X-Men de manière générale. Je les ai aimés grâce à cette série de comics là. Et je me suis dit pourquoi pas tenter avec les origines. Je me suis dit vas-y, ça me range bien en fait. J'aime bien les X-Men. Je suis tombé amoureux des X-Men un petit peu grâce aux Ultimate X-Men. Je me suis dit vas-y, je suis curieux, j'ai envie de lire les origines, leurs origines. Après il n'y a pas que des X-Men, hein. Vous avez vu, il y avait Deadpool qui était dedans. Emma Frost elle fait pas vraiment partie des X-Men non plus à proprement parler. Je pense que Gambit non plus. Dents de Sabre lui c'est un ennemi je pense des X-Men, donc un ennemi assez connu. Donc on n'en parle même pas, mais bon voilà, ce sont des personnages qui se rapprochent en tout cas des X-Men. Donc on va commencer directement la critique, donc la partie sans spoil. Généralement toutes les histoires, il y a combien d'histoires là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 histoires. Ce qui est quand même pas mal. 11 histoires. Sur toutes les histoires, bah, très sincèrement,
globalement, je les ai tous aimés. Et ceux que j'ai moins aimés, c'est pas spécialement négatif. Dans le sens où ils restent quand même bons. Il y en a qui sont vraiment très très bons. De certains qui sont excellents, que j'ai adoré, j'ai versé une petite larme. D'autres, j'étais un peu déçu. Mais c'est pas dans le sens déçu, dans le sens où c'était mauvais. C'est plus dans le sens déçu, dans le sens où je m'attendais à plus. Par rapport à ce que j'avais lu avec Ultimate X-Men. Mais in fine, ça reste globalement bon. Bien évidemment, je développerai dans la partie spoil. Les dessins sont également un peu différents. Forcément, il y a plusieurs dessinateurs là-dessus. Il y en a que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime un peu moins. Par exemple, il y a des photos réalistes, enfin des dessins en photo réaliste. Je sais pas si ce sont vraiment des dessins ou si c'est des vraies photos, parce que vraiment le gars qui avait dessiné ça, il était vraiment chaud. Ça reste beau, bien évidemment, mais je préfère les dessins un peu plus dessins animés. Par exemple, le truc de Cyclope, il fait purement dessin animé. Enfin, dans le sens que j'appelle, je parle pas de dessin animé dans le sens 2D, parce qu'il y a quand même du volume dans la 3D. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, généralement, les dessins sont très modernes. Ça date de 2010, hein, ça date pas non plus des années 80 non plus, faut pas déconner. Donc ça c'était par rapport au dessin et j'ai bien aimé aussi les mécanismes scénaristiques. On voit vraiment que les scénaristes s'y connaissaient vraiment parce qu'il y a pas mal de morceaux, notamment je vais encore parler de Cyclope, où ça commence d'une certaine manière et ça se termine de la même façon mais en faisant écho à la manière dont ça avait commencé. En gros, il dit une phrase au début et il la répète sur la fin, mais quand on découvre justement toute son histoire, ça a un vrai poids. Et ça, c'était plutôt intéressant. J'ai mis aussi un point, mais c'est pas vraiment un point négatif, c'est plutôt un point neutre. Il y a quelques trous scénaristiques, hein, je vais le développer dans la partie spoil bien sûr, mais voilà, il y a des trucs, tu te dis pourquoi. Pourquoi est-ce que ça c'est là? C'est assez bizarre. Bon après voilà, ça reste des comics de super-héros, donc on va pas non plus réfléchir 36 heures. Ils auraient pu le dire, juste un petit truc, etc. Mais bon, ils ont voulu l'ellipser. C'est peut-être aussi pour la mise en scène. Parce que ça sert un peu la mise en scène, le fait qu'on n'ait pas non plus cette info-là. Enfin, est-ce qu'elle était indispensable? Je sais pas trop, mais voilà, tu vois ça, tu dis pourquoi est-ce qu'ils sont là, quoi. Encore une fois, je le développerai un peu plus dans la partie spoil, mais c'est un peu chelou. Par contre, des points négatifs, il y en a deux. Et il y en a un que je déteste. En fait, je le vois dans tous les comics. Enfin, dans tous les comics. Je sais pas s'il y a ça dans tous les comics, mais il y a ça dans beaucoup de comics. J'ai l'impression que les dessinateurs ne connaissent pas cette règle, alors qu'au cinéma, c'est une règle d'or, en fait. La règle des 180 degrés. La règle des 180 degrés dit quoi? Elle est simple en plus. Tu as un personnage A, tu as un personnage B. Entre eux, ces deux personnages forment une ligne. Donc tu as une ligne qui se trace entre ces deux points, entre ces deux personnages. Et la caméra ne peut pas sauter l'une ou l'autre partie. Si tu décides de filmer sur la partie de gauche, par exemple, moi je suis un personnage, toi t'es un personnage, la caméra est à gauche, il faut que la caméra reste à gauche tout le temps. Le contre-champ, le champ. Voilà, ça fait comme ça et ça doit rester sur le côté gauche. Si c'est à droite, là c'est pareil, ça doit rester sur le côté droit. Il y a des exceptions qui peuvent être faites par rapport à des significations artistiques ou autres. Mais globalement, cette règle est... Voilà, elle doit être comme ça, c'est figé dans la roche. Parce qu'en termes de lisibilité, ça peut perturber le spectateur. Le fait que le personnage A parle en regardant par là, enfin pour vous du coup c'est par là, en regardant par là, et que l'autre personnage répond en regardant par là, on va croire qu'il regarde la même direction, ce qui est faux. Et c'est pour ça que la règle des 180 degrés est importante. Et je comprends pas pourquoi elle est pas aussi mise en avant dans les bandes dessinées, enfin dans les comics en tout cas. Les bandes dessinées, je sais pas si le Tintin et tout, peut-être que j'en lirai un histoire de voir. Mais dans les comics, c'est systématiquement le cas et ça me saoule. Parce que c'est pas compliqué, tu dois juste faire une petite Enfin, pas translation, c'est une translation, je me suis trompé. C'est une symétrie. Mais voilà, tu changes un tout petit peu ton truc, tu réfléchis un tout petit peu à ça. Et ça passe. Et je comprends pas pourquoi il y a ça. Il y a pas ça tout le temps. Il y a pas ça tout le temps, dans toutes les histoires, je veux dire, il y a pas ça dans toutes les histoires. Mais il y a ça quand même dans quelques histoires, et dans les comics que je lis de manière générale, il y en a au moins une fois dans le comics en question. Matrix c'était pareil. Ultimate Spider-Man c'est la même. Non, Matrix je sais plus en fait, je me souviens plus. Il me semble que non, il y avait pas ça. Mais en tout cas, Ultimate X-Men c'était la même, Ultimate Spider-Man c'était la même.
Même Batman Terrain, je pense que c'était la même. Il y a ça dans quasiment tous les comics. Et ça me saoule, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi cette règle n'est pas acquise par les dessinateurs. Ou alors que le chef de projet le dise. Fais une petite symétrie, Gérard, tu brises la règle des 180 degrés. Je comprends pas. J'ai peut-être l'air un peu chiant à dire ça comme ça, mais c'est tout con. Et c'est pour ça que ça me frustre, parce que c'est simple. À corriger, c'est simple. Deuxième point négatif, certains personnages sont considérés comme étant acquis par le lecteur, donc ils sont censés être connus, ce qui devrait être probablement le cas, puisque c'est une origin story. Donc j'imagine que pour lire les origin story, on a les lecteurs de base, les lecteurs moyens, ont dû lire au préalable les autres comics des X-Men pour comprendre. Enfin pour comprendre, pour être un petit peu titillé, et du coup voilà. Bon après je sais pas, moi c'était mon cas, j'ai lu aussi le Ultimate X-Men, pardon. Mais il y a certains personnages qui n'étaient pas trop là. Genre il me semble que Dents de Sabre, il n'était pas dans le Ultimate X-Men. Je connaissais par rapport au film. Voilà, je connaissais pas spécialement plus que ça. Bon, je connaissais globalement. Là n'est pas la question, c'est pas par rapport à Dents de Sabre, c'est par rapport à d'autres personnages que je sais toujours pas c'est qui. Je développerai dans la partie spoil. Mais voilà, en fait, il y a certains personnages qui sont censés être connus et que moi, au final, bah, je connais pas. Et donc, je suis un peu perdu. Ça m'a même un peu ruiné la lecture de certaines origin story. D'ailleurs, c'est ceux que j'aime le moins. Et justement, quand je disais que j'aimais le moins, c'était souvent à cause de ça. Parce que j'avais pas toutes les clés en main et du coup, je pouvais pas tout comprendre. Il y en avait d'autres où j'avais pas non plus toutes les clés en main, mais où il y avait un potentiel et du coup ça me titillait, ça m'intéressait. Sauf que bah, forcément c'est une origin story qui est centrée sur ce personnage là et pas sur les autres, donc c'est un peu frustrant si jamais tu t'intéresses à d'autres personnages par rapport aux origin story. Donc voilà, c'était globalement les mauvais points. Bon après c'était aussi les bons points, j'ai un peu fait le tour. On va passer à la partie spoil, hein, je pense. On va directement s'attaquer au vif du sujet. Alors quand je disais par rapport à l'histoire de Cyclope, je parlais du coup avec l'histoire de Cyclope pour énoncer ce petit problème là. Trou scénaristique, bah en fait... au début, ils sont censés être dans un avion, enfin Cyclope est avec son frère dans un avion et ils sont en train de fuir quelque chose, enfin ils sont en train de fuir l'ennemi, qui sont en train de les canarder. Et en fait on est lâché là et on sait pas. On sait pas ce qui se passe, on sait pas pourquoi ils sont là, c'est assez bizarre. Alors encore une fois ça sert quand même un minimum l'intrigue parce que voilà, ça commence d'une certaine manière et... ça commence de manière calme et ensuite hop on fait un bond dans le temps et on passe directement à l'action. Du coup c'est plutôt intéressant. Mais c'est dommage que la situation soit aussi incroyable et qu'on n'ait pas un minimum de contexte là-dessus. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Après le dessin bien évidemment est magnifique et même son histoire, j'ai adoré la manipulation aussi parce qu'on développe un petit peu Magneto, enfin son mindset, comment est-ce qu'il réfléchit et c'est aussi super intéressant. D'ailleurs X-Men, je fais une petite parenthèse par rapport à ça avec les Ultimate X-Men, mais les X-Men ils exploitent des thèmes mais qui sont ouf. Ils exploitent le racisme, ils exploitent enfin j'allais dire le génocidisme, mais ça n'existe pas j'imagine. Enfin voilà la peur également. Ça exploite pas mal de choses et c'est super intéressant en fait. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup X-Men, c'est plus que des super-héros. Ça intègre vraiment des thèmes mais incroyables. Et c'est aussi parfaitement retranscrit dans cette première histoire parce que du coup voilà on voit vraiment l'objectif et la réflexion que Magneto a et comment il utilise aussi ses arguments pour essayer de convaincre, de faire rejoindre à sa cause d'autres personnages. Là en l'occurrence il voulait essayer de faire revenir dans ses rangs Cyclope. Iceman, on va passer à la deuxième histoire. Iceman, pareil, un dessin somptueux, moi j'ai adoré le dessin et j'ai adoré le personnage aussi. Il faut savoir que Iceman c'est un de mes personnages préférés dans X-Men. Je l'ai haï par rapport à ce qu'il a fait avec Kitty... Merde, comment elle s'appelle encore? La meuf de Spider-Man dans Ultimate X-Men. En fait c'était sa meuf à la base. Et je l'ai haï pour ça au tout début. J'avais des a priori par rapport à lui. Mais in fine, il a une histoire très touchante. Et j'avoue que la trahison qu'il a eue autant de sa copine et de ses parents, moi ça m'a vraiment fait de la peine en fait par rapport à lui.
Alors ses parents c'était pour bien faire, hein. Sa copine c'était plus par peur, et c'est là où en fait on ressent vraiment les enjeux avec les mutants contre les personnes normales. Et voilà, encore une fois ça transpire l'essence des X-Men et c'est ultra puissant, c'est ultra intéressant. Et au final voilà, son histoire je l'ai adoré, surtout par rapport à ça. C'est pas le seul personnage dans ce cas-là forcément, mais c'est très cool, c'est très cool. Et même ses pouvoirs en plus je les trouve vachement sympas. Colossus, la troisième histoire. Colossus, pareil, je l'ai adoré, c'est un de mes personnages préférés, Colossus. En fait Iceman et Colossus ce sont mes personnages préférés des X-Men, alors que on les voit quasiment pas dans les films. Colossus on le voit un tout petit peu. Genre il défonce des... D'ailleurs je pense que dans le film il y a une scène qui est inspirée de ce comics là. Ou alors peut-être que c'est l'inverse, je sais pas, parce que c'est sorti après en fait, donc techniquement non. Mais il y a un truc qui est très ressemblant, je sais pas s'il y avait ça dans le... Enfin avant, si ça avait déjà été écrit. Mais quand il a comment dire, les flics qui arrivent pour justement essayer de mettre hors d'état de nuire Colossus. Donc ils arrivent assez furtivement dans la maison, ils essaient un peu d'isoler tout le monde, de les endormir, etc. Et in fine, Colossus il arrive et boum, il défonce une porte, il défonce tout le monde. Et ça me fait beaucoup penser à une scène en fait du film X-Men. Le premier ou le deuxième, je sais plus. Mais je sais pas si ça a été inspiré par le comics, ou si le comics s'est inspiré du film, ou si le comics s'est inspiré d'un autre comics qui est sorti avant le film et que du coup le film s'en est également inspiré. Je sais pas si c'est très clair. Mais ouais, il y a clairement un lien par rapport à ça, et c'était plutôt sympa. L'histoire de Colossus, je l'ai adoré. Encore une fois, on l'exploite pas dans le film alors que c'est un personnage mais génial. C'est un russe qui est gay et qui a peur non seulement pour... Enfin, qui a peur pour son côté mutant, et du coup il a dû faire des choses horribles par rapport à pour sa famille, etc. Il a dû rejoindre un gang et tout. Bon là pour le coup c'était pas trop... C'était plus dans les Ultimate X-Men où il a dû rejoindre un gang russe. Là c'était pas trop le cas. Mais bon, c'est une histoire alternative, c'est une histoire différente. Dans tous les cas, c'était quand même super intéressant. Et aussi la relation qu'il a avec sa petite sœur, elle était trop mignonne. Avec le truc brillant, c'était ultra touchant. Et aussi la mise en scène par rapport avec son frère, etc. On ne voit pas que son frère est mort. Mais juste avec la mise en scène, comment est-ce que quand il lui remet la médaille d'honneur, etc. Et on sait qu'il est soldat, on sait que c'est parce qu'il est mort en fait. Il est mort au combat. Et c'est ultra puissant, et toute la peine qu'il éprouve, on ressent vraiment ce que le personnage ressent aussi en fait. Et on est triste pour lui également. Quatrième histoire, Jean Grey. Jean Grey, j'avoue que le style de dessin c'était un peu bizarre. C'est là en fait où c'était photoréaliste. C'est quand même très bien dessiné, hein. Y a rien à dire là-dessus, c'était super bien dessiné. Mais le fait que ce soit en photoréaliste, c'était un peu bizarre. Mais voilà, ça n'enlève en rien. Voilà, le dessin était quand même magnifique. Il avait même un plan, je vais peut-être vous le montrer, mais il avait une planche qui était vraiment très belle, parce qu'en fait on était dans son esprit, et on voit en fait le gros crâne de Xavier qui lui parle, et dans son crâne on voit en fait ce qui se passe. Enfin, ça illustre justement ce qu'elle pense, enfin dans quoi ils sont, mais de manière à être vraiment dans le plan mental. Et ça c'était très bien pensé, et vraiment le dessin était... il a quelques dessins comme ça, hein. Je vais pas forcément faire comme avec Matrix où je vais vraiment tout vous détailler, mais il y a quelques plans comme ça qui sont super intéressants, pardon, on dit un plan. Le découpage d'ailleurs, hein, je voulais en parler aussi. Le découpage était aussi super bien, c'est super bien découpé en fait. Il y a un truc où voilà, c'est aussi un peu en mécanisme scénaristique on peut dire, mais voilà, au tout début où
où Jean elle est elle est triste parce que son amie est morte, enfin morte parce que c'est une fille, elle est morte, on sait pas comment mais on sait que ça la ronge, et plus tard on découvre qu'en fait c'est parce qu'elle a lancé le frisbee, donc quand elle était en train de jouer, elle a voulu le rattraper, du coup boum elle s'est fait renverser. On imagine aussi la culpabilité que Jean a dû ressentir à ce moment là, et dans le dessin c'était ultra puissant parce qu'on voit justement la mort etc, mais ensuite on découvre que c'était le frisbee qui était lancé, et on le voit seulement par après. On le découvre seulement par après. Et dans le dessin, ça retranscrit à 100% le message, et c'est ultra puissant. Vraiment, le dessin était très bien fait et découpé. Et justement, pour le découpage, il y a également une autre partie qui m'a un peu fait penser à Ultimate Spider-Man, pardon, où il y a un screamer. Et donc, on lit le truc. Et ensuite, planche suivante, boum, il a le personnage donc, qui était mort. Bon, c'est un cauchemar en fait. La culpabilité que Jean ressent devient un cauchemar. Et on voit en fait la culpabilité s'intensifie si vous voulez. Et donc la meilleure amie morte revient d'entre les morts en mode vraiment squelettique, en mode démon. Et elle crie, littéralement elle fait ah. Voilà, c'est littéralement un screamer. Enfin c'est un screamer à la lecture. C'est pas un screamer comme on voit dans les films Conjuring et tout. Mais le fait qu'il est découper la chose de telle manière à ce que le screamer intervienne à la page suivante, c'est très bien pensé en fait. Il y avait ça également avec Ultimate Spider-Man avec Venom. Voilà, c'est très bien pensé, et pour le coup bah, j'ai envie de dire chapeau bas parce que le truc était plutôt propre. Non vraiment le découpage dans cette histoire là, elle était vraiment bien pensé. Le fauve, c'est aussi un personnage que j'aimais beaucoup dans les Ultimate X-Men, notamment parce que voilà ils avaient un lien avec Tornade, et Tornade j'assure qu'il fallait trop sexy en plus. Et le fait que justement c'est un geek qui est justement qui est censé être moche, ou en tout cas qui n'a pas les normes physiques, bah, je trouvais ça super intéressant que voilà un mec comme le fauve pour qui voilà personne n'est censé l'aimer par rapport à son physique, au final il trouve quand même l'amour chez une méga bombasse égyptienne. Enfin je sais pas si elle est égyptienne mais voilà elle est typée black, enfin bref elle est super canon, et j'adorais leur relation. Là pour le coup on n'en parle pas du tout, mais en même temps c'est une origin story donc j'ai envie de dire c'est peut-être normal puisqu'ils se sont probablement connus à l'institut de Xavier. Et au final bah, je reste un petit peu pas surpris, mais on va dire je suis un peu sur ma faim, dans le sens où bon l'origin story est quand même cool. Voilà c'est un gars qui est super costaud et super intelligent. On le voit pas avec ses poils, on voit pas l'évolution avec les poils etc, donc j'étais un peu déçu par rapport à ça aussi, avec sa transformation physique je veux dire. Et il y a aussi, je pense c'est l'histoire où il y a le plus de trous scénaristiques, parce que comment est-ce qu'un gars qui est censé être aussi intelligent se fait duper par un autre gars qui s'autoproclame Dieu, enfin être une divinité. Je trouve ça, en plus on voyait que le mec ça avait l'air d'être un tocard. Bon, j'avoue avec l'épée c'était un peu bizarre, mais enfin c'était un peu chelou quand même hein. Il a quand même avalé la pilule très rapidement je trouve, donc voilà. Et ensuite il découvre que ses parents qui étaient censés être emprisonnés dans un autre royaume, au final ils sont toujours ici, c'est juste qu'ils sont attachés. Pourquoi il a rien fait? Pourquoi il s'est pas un peu débattu? Pourquoi est-ce qu'il a pas commencé à ressentir l'effet inverse et à douter? J'avoue que là c'est aussi une raison qui m'échappe, et c'est pour ça que c'est probablement l'histoire que j'ai le moins aimé je pense. Pourtant le fauve c'est l'un des personnages que j'ai le plus aimé, mais cette histoire là j'avoue que j'ai pas trop aimé. Et aussi le coup de la centrale nucléaire, le mec il rentre dans la centrale nucléaire normal. Enfin, quand il est à la dernière seconde, ok d'accord, il doit avoir une reconnaissance rétinienne, et comme il a pas son œil qui est reconnu parce que c'est celui de son père, automatiquement il est obligé d'utiliser la force et tout. Mais à part ça, voilà, il s'y dirige, etc. Il se balade comme si il a toujours connu ça. Alors peut-être qu'il y a une planche où on voit le plan, où il analyse le plan des lieux. Non. Mais j'avais l'impression en le disant que il analysait rien, il savait déjà où il allait en fait. Ce qui était un petit peu bizarre. Mais ouais, cette histoire-là, j'avoue que c'est celle que j'ai le moins aimée. Clairement, c'est celle que j'ai le moins aimée. Bon après voilà, elle est pas spécialement mauvaise pour autant. On va dire qu'elle vaut 10. Pour moi, elle vaudrait un 10, tu vois. Wolverine, le Wolverine. Alors, Wolverine, c'est un personnage que, contrairement à beaucoup de personnes, j'aime pas spécialement.
Enfin, quand je dis que j'aime pas spécialement, c'est pas dans le sens où je le déteste, c'est dans le sens où son côté un peu anti-héros, bah, je suis pas aussi fan que les fans, justement. J'aime bien Wolverine. Après, c'est peut-être le truc que j'avais avec Ultimate X-Men, parce que le fait qu'il voulait draguer Jean Grey, c'était pas spécialement... En plus, Jean Grey, elle était censée avoir 14 balais à l'époque, ou 15, et lui, c'est un mec de 30 ans, donc c'est un peu bizarre, en fait. J'ai envie de dire pédobire, quelque part, avec les Ultimate X-Men. Mais ouais, je pense que c'est par rapport à ça, hein, en soi. Mais je l'ai pas trop d'un bon oeil. Après, je compte aussi me lire les origines de Wolverine. Donc là, vraiment centré sur Wolverine. Donc peut-être que mon avis va changer là-dessus, sans doute. Mais ouais, je suis pas trop fan de Wolverine. Après, son origin story est super cool. On voit, en fait, on ressent vraiment le côté bestial. En fait, il y a un doute aussi qu'il habite avec lui. Peut-être que ça le lie d'ailleurs avec Jean Grey, même si Jean Grey, je pense que dans les Ultimate X-Men, elle a pas vraiment de culpabilité ni rien. Mais ouais, dans Wolverine, en fait, de base, il a un côté bestial, forcément. Ça, c'est le truc qu'on voit le plus chez lui, ça c'est sûr à 100%. Et on voit justement une certaine évolution. En même temps, ce côté bestial, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, puisqu'il a été, entre guillemets, tenu dans une cage pendant des années. Et le fait en plus qu'il venait d'un autre monde, parce que voilà, c'est une autre époque, c'est voilà, c'était au XXe siècle, je pense. C'était avant la deuxième guerre ou même la première guerre mondiale. Enfin voilà, le gars, il a plus d'un siècle. Il a dû en baver toute sa vie en plus avec l'arme X et tout. Voilà, il en a chié. Et du coup, son côté bestial, le fait qu'il soit comme ça, c'est totalement logique. Et ça, pour le coup, mais j'adore en fait cette partie-là. En fait, on retranscrit à mort son côté bestial et son côté sanguinaire. Et ça, j'avoue que c'est super cool. Ça, j'avoue que c'est super intéressant. D'ailleurs, l'histoire, en fait, parce que je disais que j'aime pas Wolverine, en fait, l'histoire du comics, je l'aime beaucoup, hein. Ah, l'histoire, elle est vraiment... elle est super top. Vraiment, j'ai adoré. Histoire suivante, Diablo. Alors, Diablo, comment le dire ? C'est mon personnage préféré des X-Men. C'est celui qu'on voit le moins, mais c'est celui que j'aime le plus parce que esthétiquement, il est ultra design. En plus, voilà, il est un peu, c'est un peu un petit diable et tout. Il est un peu chelou. J'adore les personnages comme ça, les personnages qui sont en marge, mais à la mort. Bon, c'est un peu le cas de tous, hein, j'ai envie de vous dire, mais parce que ce sont des mutants. Mais lui, c'est marqué sur sa tronche. C'est comme le fauve en fait. Le fauve, si je l'aime à ce point, c'est parce que c'est marqué sur sa tronche. Il peut pas le cacher. Et lui, c'est pareil. Et contrairement au fauve, enfin, le fauve a aussi un pouvoir intéressant, mais lui, il a un vrai pouvoir bien établi. Parce que le fauve, à part être ultra intelligent et ultra athlétique, voilà, c'est pas comme Wolverine où il a des griffes de 10 cm, enfin, c'est même pas 10 cm, c'est quoi? C'est peut-être 50 cm chacun, voire peut-être plus même. Donc son pouvoir est moins établi. Par contre, Diablo, son pouvoir est clairement établi. Il se téléporte. Voilà, c'est clair, cash, précis, il se téléporte. Et je trouve ça, mais génial en fait avec ce personnage. J'adore Diablo. Et j'étais ultra impatient de découvrir son origin story. S'il y a d'autres comics où il est un peu plus mis en avant, même des one run ou des trucs comme ça, je suis 100% preneur. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serais vraiment ultra intéressé de lire ça. Mais voilà, j'étais ultra impatient de le lire. Et quand je l'ai lu, bah franchement, moi ça m'a brisé le cœur. Parce que tu as le truc où il vient d'un cirque. Déjà, je déteste les cirques. Je suis un amoureux des animaux, donc les cirques, forcément, je les ai pas trop... je les vois pas d'un bon oeil. Et forcément, si lui, il y est aussi, bah automatiquement, ça fait le lien. Voilà, je vais détester le lieu... Enfin, je déteste le lieu de base, et donc, bah, mon amour pour Diablo va s'intensifier. En plus, on creuse vachement avec son côté famille, le fait que c'est une famille adoptive parce que sa mère, elle est morte quand il était bébé, elle s'est littéralement sacrifiée. D'ailleurs, c'est dommage aussi qu'on ne voit pas, qu'on n'en apprend pas plus. Alors j'imagine que lui-même ne sait pas, mais voilà, c'est dommage qu'on n'en apprend pas plus parce que c'est ultra intéressant. Sa mère a exactement le même look. C'est exactement le même look. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est arrivé en fait? Comment est-ce que ça arrivé?
Moi, c'est ça que je veux savoir. Et c'est pour ça que je trouve ça ultra intéressant. D'ailleurs, par rapport au mécanisme scénaristique, ils utilisent un peu le même système. Enfin, non, ils n'utilisent pas le même système. Mais il y a un truc qui est un peu similaire, dans le sens où quand on apprend avec l'origine du personnage, donc que sa mère est morte, elle a fui parce que voilà, les gens voulaient la tuer. Elle a fui et du coup elle a succombé à ses blessures, etc. Elle est probablement morte. Mais elle a réussi à sauver son fils, donc Diablo. Elle l'a mis dans une rivière et le courant l'a amené vers les gens qui donc sont dans le cirque et donc sa famille adoptive. Comment c'est raconté? En fait, on l'apprend pas comme ça. On l'apprend à travers l'histoire que raconte sa mère adoptive. Et ce qui est déchirant, c'est que quand sa mère adoptive lui annonce, en fait, elle lui annonce une histoire gentille, une histoire, un conte de fées en fait. Une bonne histoire. Elle transforme la réalité pour son enfant. Et c'est là où c'est ultra triste parce que, bon, il le sait que c'est un mensonge. Mais le fait qu'elle lui dise une histoire un peu conte de fées comme ça et qu'en fait, toi, en même temps que tu lis, tu vois les atrocités qui se passent, c'est ultra puissant. Vraiment, cette partie-là, elle est ultra puissante. Et c'est pour ça d'ailleurs que son histoire est l'une des histoires que j'ai le plus aimé. D'ailleurs, il a même un lien avec Kurt Wagner. Donc, parce qu'il s'appelle pas Kurt Wagner à la base. C'est par rapport à un prêtre, etc. Et c'est là où le personnage se transforme. D'ailleurs, on voit une transformation physique à un moment donné. On dirait vraiment que c'est un démon. Parce qu'il a juste qu'une seule envie, c'est de le tuer. Au final, il se fait un peu... il se contrôle un petit peu et il se fait un peu reprendre de raison par rapport à Xavier. C'est un bon hein, Xavier aussi. Enfin même si dans Ultimate X-Men il s'est passé une dinguerie. je vous laisse le découvrir mais j'avoue que waouh, c'était assez chaud. Mais ouais, normalement Xavier c'est quand même une très bonne personne et là pour le coup heureusement qu'il était là parce ça aurait pu être un tournant décisif en fait par rapport au personnage. Son histoire elle est juste incroyable, vraiment l'histoire de Diablo elle est juste incroyable, j'ai surkiffé. Gambit c'est aussi l'un des trucs que je me dis par rapport aux personnages avec les personnages considérés, en fait c'était le premier. Il y a un personnage qu'on découvre qui s'appelle Essex. Alors peut-être qu'en disant ça comme ça, toi tu sais c'est qui. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas du tout son nom et que en fait je suis en train de me ridiculiser comme un con. Mais moi je le connais pas. Je connais pas Essex et j'avoue que comment c'était mis. À un moment donné il a une team. La team elle est passée très vite en revue, on voit dans le sabre. Mais les autres je les connais pas. Et c'est là où bon, là c'était pas trop important. Parce que voilà, l'histoire se fait pas à ce moment-là, là c'était plus la finalité, mais elle se fait avant. Par contre, les histoires plus tard, notamment l'histoire que je vais raconter juste après, celle-là elle est un peu plus importante. Enfin un peu plus importante oui et non, mais on y reviendra. Mais sinon ouais, j'avoue que ces côtés-là où t'es obligé de tout connaître pour comprendre... Je suis pas fan. Bon là on comprend quand même, c'est pas ça. C'est juste que du coup t'as pas toutes les clés. Et je déteste ne pas avoir toutes les clés en fait. Quand je lis une histoire j'ai envie d'apprendre le truc concrètement. J'ai pas envie de lire 300 comics, de payer 2000 € pour comprendre ce qui se passe là. Ou en tout cas pour apprécier pleinement. Sinon son histoire elle était très cool. J'ai même adoré le côté où c'est un voleur, où il devait se marier. Au final il doit partir, enfin ils doivent se séparer. Séparation déchirante également. Enfin voilà, c'est son origin story est très cool et la finalité elle est assez énervée hein. Parce que le coup avec la mère qui meurt et lui qui au final sauve quand même son enfant, il a le cœur sur la main, on voit que c'est un gentil en fait. On voit que c'est un gentil. Avec les Ultimate X-Men, il me semble que non, il me semble qu'il était plus du côté... Enfin, on voyait aussi un côté ambigu avec le personnage, mais il penchait plus du côté mauvais. Si je dis pas de conneries. Après ça fait quelques temps que je l'ai plus lu, peut-être que mes souvenirs sont un peu embrouillés. Mais il me semble que c'était ça. Mais dans tous les cas, on ressent l'innocence du personnage. Dans le sens où voilà, s'il fait du mal, c'est pas gratuitement, c'est pas sadiquement. Comme dans le sabre par exemple. C'est voilà, c'est parce que il est payé pour. Concrètement c'est ça, il est payé pour. Et sinon voilà, quand il y a des innocents qui sont attaqués ou autres, il part à son secours. D'ailleurs, également petit écho avec les mécanismes scénaristiques. On lui apprend, son père, son chef de clan lui apprend une leçon.
faut être plus pragmatique. Au final, avec Essex, il le dit, je veux être plus pragmatique. Il a appris la leçon. Emma Frost, elle, c'est l'histoire vraiment que j'ai le moins aimé. Dans Ultimate X-Men, elle est pas du tout comme ça. On découvre plus de choses, je veux dire. Notamment le fait que c'est l'ex de Xavier, qu'ils ont un enfant ensemble. Là, pour le coup, non, pas du tout. À moins que Xavier, il aime coquiner à droite à gauche, mais là, ils ont aucun lien. On le voit au tout début. Ça a créé d'ailleurs le tournant. C'était plutôt intéressant ce passage-là où Xavier propose à Emma de venir dans son institut et elle refuse. C'est un tournant dans sa vie, puisque au final, voilà, elle devient mauvaise et elle devient la personne qu'elle devient, en fait, justement. Elle mérite ce qu'elle est devenue. Donc, c'était super intéressant cette petite partie-là. Et c'est pas spécialement pour ça que j'ai pas aimé le personnage. Ce que j'ai pas aimé dans le personnage, c'est que son pouvoir, je sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas c'est quoi son pouvoir. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi son pouvoir? Parce qu'en plus, Emma Frost, moi je me suis dit elle glace des trucs. Il me semble que dans Ultimate X-Men, elle a pas de pouvoir. Hein. Mais voilà, là, Frost. Alors ça me dérange pas qu'elle s'appelle Frost et qu'elle a un autre pouvoir. Sauf que son pouvoir n'est pas du tout explicite. C'est quoi? Elle crie et ça donne des migraines aux gens? Genre elle a une voix surpuissante? Je sais pas. Ou alors elle a une sorte d'attaque mentale un peu comme Xavier mais en atténué et j'en ai aucune idée. Pour vous dire maintenant, je sais pas. Je pense que c'est le fait qu'elle crie et du coup la puissance de sa voix est décuplée et du coup les gens ils ont super mal. Ça fait genre un cri mais ultra strident et du coup voilà ils sont en mode leur cerveau va exploser. Je pense que c'est ça mais je suis pas sûr. Et c'est ça qui est frustrant. Un autre point qui est frustrant c'est que on a une histoire qui se déroule, qui est super intéressante encore une fois. L'histoire elle est quand même cool. Et c'est là où c'est dommage, c'est que sur la fin, on voit donc qu'elle veut faire une école. D'ailleurs, c'est ultra intéressant aussi par rapport à son objectif quand elle était petite fille. Elle voulait être institutrice et au final, elle va un peu réaliser ses rêves, même si elle va le faire d'une mauvaise manière, parce que du coup, elle va devenir son père, elle va devenir celle qu'elle détestait le plus. Donc, le personnage, en fait, est super intéressant. Et le personnage est super intéressant et super touchant. Et c'est pour ça que je déteste à mort cette histoire-là. C'est parce que l'histoire est tellement incroyable, mais il y a plein de petites erreurs à droite à gauche. Enfin, je dis celle que j'aime le... En vrai, c'est pas celle que j'aime c'est pas celle que je déteste le plus. Déjà, j'en déteste aucune. C'est plus celle que j'aime le moins, bon derrière le fauve quand même, parce que le fauve c'était quand même une sacrée daube. Mais, enfin daube, encore une fois c'était quand même cool parce qu'il y avait quelques liens intéressants et tout. Mais voilà, si le fauve c'est un 10, Emma Frost c'est un 11. Ou un 12, allez. Parce que l'histoire est super cool, mais... voilà, le pouvoir ça me fait chier en fait. Et le fait qu'elle s'appelle Frost ça me... En fait je suis pas sûr. Je lui mets 12 parce que justement je suis pas sûr de moi. Et normalement quand tu lis un truc et que t'as terminé, t'es censé, voilà, c'est censé être établi, clair, net, précis. Là c'est pas le cas. Enfin pas pour moi en tout cas. Après voilà, je suis encore un petit newbie par rapport à X-Men. On est bien d'accord là-dessus. Un point négatif que j'ai relevé aussi par rapport à ça, par rapport au personnage du coup considéré comme étant acquis. Il y a plusieurs personnages donc sur la fin. Elle devient institutrice et donc elle a des élèves. Et on sait pas c'est qui. Il y en a un, elle donne le nom, c'est Empathe. Mais c'est tout. On sait pas c'est qui, on sait pas... On connaît son pouvoir. J'avais l'impression que c'était un peu une version méchante de Xavier. Et du coup, moi je me dis... Mais c'est qui lui? J'ai envie de le découvrir, j'ai envie de savoir c'est qui. Et c'est là où ma frustration elle est énorme. Et c'est aussi pour ça, entre autres, que je lui mets que un 11 ou un 12. C'est parce qu'il y a des personnages qui sont censés être secondaires qui au final sont ultra intéressants. Et que j'aurais aimé en apprendre davantage. Bon, par rapport à son histoire à elle, son histoire est absolument magnifique. Il n'y a pas photo. Mais voilà, c'est plus les à côté en fait. C'est pas son histoire à elle c'est plus l'histoire écrite. Son histoire est admirablement écrite. C'est pas ça. Enfin, quand je parle du passé, le fait que elle devient l'inverse avec le présent. C'est pas du tout ça. C'est le fait que... déjà j'ai l'impression que c'est pas la version officielle. À moins que la version officielle, ce ne soit pas la version de Ultimate X-Men. Mais du coup voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je suis perdu en fait. Ou alors c'est une version alternative. C'est possible.
Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des choses qui auraient pu être développées, je pense. Dents de sabre, bah un peu à l'image de Wolverine, c'est pas non plus le personnage que j'aime le plus. On est clair là-dessus. Après voilà, on voit très clairement la dualité qu'il y a avec Wolverine et c'est super cool. Il y a des petites scènes d'action, etc. par-ci par-là. C'est un peu redondant même, ça fait vraiment écho parce qu'ils se connaissent depuis également des décennies, un siècle, j'ai même envie de dire. Ils se connaissent depuis très longtemps et ils sont vraiment rivaux et c'est un peu comme Goku et Vegeta. Ça, leur lien est super intéressant. Mais après, moi, il y a un truc que je me pose, c'est quoi son origine? Parce que là, on voit avec, ok, on voit son truc quand il était enfant. Au final, il tue ses parents. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était pas spécialement très justifié. Hein. Pourquoi il a tué ses parents? Pourquoi est-ce que... Bon alors, son petit frère, ok, c'est un accident, on est d'accord. Mais pourquoi ses parents réagissent comme ça? Enfin, il a des dents, ok, mais c'est pas avec ses dents qu'il l'a tué. C'est un accident, il l'a poussé, il s'est brisé la nuque, point barre. Pourquoi ils veulent l'enchaîner, etc. C'est un peu bizarre ça. Là j'avoue que j'ai pas trop compris. Et enfin oui parce qu'ils ont peur, mais ça reste leur enfant. Je veux dire, c'est pas justifié. Pour moi c'est vraiment pas justifié. Et j'ai même envie de dire son origine au final, bah à part le côté dualité avec Wolverine, j'ai envie de dire c'est pas très creusé parce que on voit un peu son parcours au fur et à mesure, d'accord, très bien. Mais c'est très expéditif quand même, hein. Des années plus tard, des années... Oh. Je lis une origin story de Dents de Sabre ou je lis juste le sommaire là? J'avoue que celui-là, j'ai pas du tout aimé non plus. Je lui mets un 10 également. Non, je lui mets peut-être un 11 parce que j'avoue que le truc du fauve, je l'ai vraiment haï. Mais lui, je lui mets quand même un 11. Et Mafrost, bon, peut-être que je lui mettrais un 14 quand même, parce qu'il était quand même cool. Et au final, je reviens un peu sur ma décision, il était quand même cool, le truc des Mafrost. Et enfin, Deadpool, qui est la dernière histoire et qui est, je pense, l'histoire, en tout cas l'une des histoires que j'ai le plus aimé. Je connaissais pas, bien évidemment que si, je connaissais Deadpool puisqu'ils ont fait des films là-dessus. Mais j'aime pas trop les films. Je dois avouer que l'humour pipi caca, c'est pas trop mon délire, sauf si c'est bien fait, mais là en l'occurrence, c'était bof. Et du coup j'ai pas trop aimé le Deadpool des films. Et là c'est réellement le premier Deadpool que je lis. Alors on le voyait avec les Ultimate X-Men et même les Ultimate Spider-Man, on l'avait vu. Mais on l'a vu vite fait. On l'a pas creusé plus que ça. C'était plus un méchant pour être un méchant quoi. Donc là on le découvre, enfin je l'ai découvert réellement avec ce comics là. Et il est juste génial. Déjà le brisage du quatrième mur, bah, il est 100% fait parce qu'il veut faire un film là-dessus, on le voit faire son film, etc. Bon c'est en format comics, donc le quatrième mur est brisé mais pas dans le format originel. Ça aurait peut-être été intéressant qu'il fasse un comics. Parce que là du coup on aurait vraiment la cassure du quatrième mur qui aurait clairement été établie. Ça aurait même pu être le comics qu'on est en train de lire. Ça aurait même été plutôt sympa comme idée. Bon, ils ont choisi un film, ça reste quand même cool. Le côté violent du personnage est également mis en avant. Là, il a rien à dire. Son humour, bah, typiquement son humour, je disais avec l'humour du film, j'ai pas trop aimé. Bah là, il a pas trop pipi caca. Alors, il y a des trucs beaux, forcément, il parle de sa tub et d'autres trucs, mais... voilà, il fait aussi des blagues un peu sexuelles, mais c'est drôle. C'est beauf, mais c'est drôle. Dans le film, pour moi, je trouve pas ça drôle. Hein. Quand je le regarde, faudrait peut-être que je les revoie, hein, je sais pas, mais j'avoue qu'il me sort un peu par les trous de nez dans le film. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est la narration, comment ça a été écrit. Puisque, en fait, la narration se fait à l'envers. On connaît... On voit le personnage dans sa splendeur, comment il est, etc. Puis ensuite, il raconte son histoire. Et son histoire est en rapport... direct avec ses origin story, donc comment est-ce qu'il a eu ses pouvoirs. Mais le scénariste, parce que voilà, comme il crée un film, il a un scénariste, le scénariste il lui demande mais avant ça c'était quoi, et on voit en fait comment il est avant, et en fait on voit un peu à la Memento, on voit son histoire, plus l'histoire avance, plus on revient dans le temps. Et je reviens sur, enfin j'en profite pour parler du dernier point que j'avais mis. La fin elle est incroyablement puissante. Parce qu'elle se termine par un truc, et encore une fois, mécanisme scénaristique, utilisé par donc le scénariste, forcément le vrai scénariste, je veux dire, hein, du comics,
Où en fait le scénariste il lui pose une question, si tu voyais ton père, qu'est-ce que tu lui dirais? Il lui a posé cette question là. Et à la toute fin, il va voir son père et il lui dit un truc. Et là c'est génial, parce que le truc qu'on lui a demandé, bah au final il a réfléchi et ça se répercute sur la fin. Et ça rend en fait la situation ultra puissante. Alors malheureusement ça se coupe là-dessus, on sait pas comment son père réagit, on sait pas, parce qu'en plus il retire son masque, on voit son visage dégueulasse. Enfin, ça aurait été intéressant de voir sa réaction, mais malheureusement ça s'est coupé là. Mais voilà, l'histoire elle est ultra puissante. S'il a eu un comics de Deadpool, peut-être qu'il a une suite, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres trucs. Si vous les avez en tête ou quoi, dites-le moi dans les commentaires, je suis ultra preneur. Donc voilà, c'était globalement mon avis, une vidéo longue quand même, hein. C'était globalement mon avis sur X-Men les origines. Si vous voulez l'acheter d'ailleurs, je mets le lien en description, donc c'est le lien de mon partenaire BDFUG, c'est un lien d'affiliation. Donc je touche une petite commission si vous l'achetez. Pour vous ça change absolument rien, mais ça me soutient. Donc si vous voulez faire un petit geste, n'hésitez pas. Ça me permet de financer également les comics, parce que ça coûte quand même bonbon tout ça. Voilà, globalement, qu'est-ce que je peux dire? Je vais peut-être donner ma note, enfin forcément. Alors la note, qu'est-ce que je peux donner comme note? Il y a beaucoup de points négatifs, enfin j'ai noté beaucoup, j'en ai cité quand même pas mal. Donc la note va paraître un peu bizarre, mais c'est surtout parce que la puissance des points positifs est bien supérieur à la puissance des points négatifs. S'il y a 3 points négatifs, s'il y a 3 points positifs et 10 points négatifs, ça veut pas forcément dire que la note va être médiocre. Peut-être que les 3 points positifs ça se fait sur 95% du comics et que du coup c'est ultra intéressant, et les 3 notes, enfin les 10 points négatifs ça va peut-être se mettre sur 5% ou 10% du comics. Donc ça veut pas, il n'y a pas vraiment de lien entre le nombre, sachant que les points négatifs c'est plus du détail quelque part. Alors que les points positifs, j'ai pas forcément donné beaucoup de détails tout le temps. Ma note, je peux donner quoi? Moi, je mettrais un gros 16 sur 20. Voilà. Le dessin, les histoires, le fait que c'est une compil. Il y a des défauts, bien sûr, c'est pour ça que je lui mets 16. Sinon, j'aurais mis 18. 18, c'est mon maximum. Enfin, en réalité, non, mon maximum, ce serait 19. Mais j'ai jamais eu l'occasion de mettre encore un 19. Le maximum que je mets, c'est un 18. Voilà, 16, ça reste quand même très honorable et voilà, je vous le conseille. D'ailleurs, j'ai même pas fait le calcul, j'aurais peut-être dû le faire, j'aurais peut-être dû m'y prendre avant, je vais vous le faire en live du coup. Le comics coûte très exactement 35 €, je pense. Il me semble que je l'avais payé 35 €. Si je dis pas de bêtises, s'il est encore disponible, parce que je vous dis que je vais vous mettre le lien, mais ça tombe, il est même plus dispo. Mais je pense que oui, c'est pas un comics très rare. 32 €, voilà, il coûte un peu moins cher. En fait, je peux le voir là, non? Non, code prix, mais on voit pas le prix, bon bah tant pis. Mais ouais, bon, c'est 32 €. Et ces 32 € là, parce que j'aime bien faire ce petit calcul pour vous dire si c'est cher ou pas. Dans tous les cas, pour moi il en vaut le coup. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez y aller les deux yeux fermés. Juste quand même, je pense, peut-être lire Ultimate X-Men avant. Parce que du coup Ultimate X-Men, vous vous attacherez davantage aux personnages, alors que là ça les développe juste, mais vous n'allez pas forcément vous y attacher tout de suite. Donc peut-être lire d'abord Ultimate X-Men ou un autre X-Men en tant que point d'entrée, et ensuite lire X-Men les origines. Ça peut être un deuxième comics à lire pour X-Men, ça c'est une certitude. 334 planches, du coup on fait 32 € divisé par 334 planches, ça nous fait 9 cents le comics. 9 cents la planche, enfin 9,5 cents. Donc presque 10 cents. On va dire un peu moins de 10 cents la planche. Donc au final, c'est plutôt honnête. J'ai envie de dire, c'est un peu moins que la moyenne. Donc c'est plutôt une bonne... c'est plutôt rentable, finalement. C'est plutôt rentable. Donc si vous voulez y aller, foncez. Je ne peux vous dire que ça, franchement, il en vaut vraiment le coup. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me prouver donc que ça vous a plu. Ça me permet également moi de me remotiver, de me dire ok, mon contenu plaît, ça fait toujours plaisir bien sûr. Si vous voulez devenir un potox, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche si jamais vous avez envie de suivre, en fait, d'être notifié des prochaines vidéos que je sors. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Ciao.